La réputation. J'ai centré mes analyses sur les mondes de l'art considérés comme les producteurs des œuvres d'art et j'ai examiné leur carrière, leur activité et leur réalisation au lieu de m'intéresser aux artistes pris isolément. Cette démarche va à l'encontre du sens commun et même de l'opinion éclairée pour qui les œuvres d'art sont les productions personnelles des artistes. Quand on décide d'adopter une perspective de cet ordre, ce n'est pas parce qu'elle est la seule à permettre une bonne appréhension du sujet, mais parce qu'elle fait apparaître certaines choses qui resteraient invisibles dans une autre perspective. C'est donc pour exploiter cet avantage que j'ai insisté, peut-être avec excès, sur la dimension collective de la production et de la consommation artistique. Dans ce dernier chapitre, je pousserai encore plus loin ce parti pris en examinant la question centrale pour les profanes, comme pour les professionnels, de la réputation personnelle des artistes. Les mondes de l'art bâtissent systématiquement des réputations parce qu'ils attachent de l'importance aux individus, à ce qu'ils ont fait et à ce qu'ils sont capables de faire. Étant donné que chaque aspect des activités et de l'organisation d'un monde de l'art joue ici un rôle, une analyse de la réputation comme processus social me permettra de récapituler les divers développements proposés dans le cours de ce livre. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer certaines des questions esthétiques qui occupent traditionnellement la sociologie de l'art. Comme je l'ai dit dans la préface, je ne sous-estime pas ces questions, mais j'ai simplement voulu aborder l'art sous un angle plus strictement sociologique et porter mon attention sur l'organisation sociale de ses acteurs et de son public. Je ne voudrais pas utiliser l'analyse sociologique pour trancher des problèmes de comparaison des valeurs en art, ni pour évaluer en quoi la forme même des œuvres est déterminée par l'action des divers facteurs sociaux, ce qui reviendrait à transformer la sociologie en une variante de la critique d'art. Mais les interrogations, les réponses et la démarche proposées jusqu'ici ne sont évidemment pas sans rapport avec de tels problèmes, comme l'atteste par exemple le chapitre consacré aux esthéticiens et aux critiques. C'est ce rapport que j'examinerai dans le présent chapitre, où il sera question des œuvres qui durent, et où nous verrons comment notre conception de la pérennité des œuvres, que j'interpréterai comme une affaire de réputation, influe sur la compréhension que nous avons des questions de critique et d'esthétique évoquées plus haut. La réputation comme processus social. À travers toutes sortes d'activités solidaires, les mondes de l'art font et défont constamment les réputations d'œuvres, d'artistes, de mouvements, de genres et de disciplines. Parmi les multiples œuvres plus ou moins semblables, dont les auteurs sont plus ou moins interchangeables, il distingue quelques créations et quelques créateurs de mérite. Il récompense ce mérite par des marques d'estime et souvent, mais pas toujours, par des gratifications matérielles. Après avoir bâti les réputations, ils y recourent pour organiser d'autres activités en traitant de manière différente les choses et les personnes les plus réputées. La théorie de la réputation. Il serait vain de consacrer du temps et des efforts à établir et faire connaître des réputations si l'on ne souscrivait pas à une théorie précise, strictement individualiste de l'art et de la création artistique. Cette théorie peut se formuler ainsi. 1. Des gens possédant des dons particuliers. 2. Créer des œuvres exceptionnellement belles et profondes qui, 3. Expriment des émotions humaines et des valeurs culturelles essentielles. 4. Les qualités de l'œuvre attestent les dons particuliers de leur auteur, et les dons particuliers pour lesquels cet auteur est déjà connu garantissent la qualité de l'œuvre. 5. Comme les œuvres révèlent les qualités foncières et le mérite de leurs auteurs, c'est la totalité de la production de l'artiste, et elle seule qui doit être prise en compte pour sa réputation. Cette théorie, notons-le, ne vaut pas pour toute l'histoire ni pour toutes les cultures. De nombreuses sociétés où elle n'a pas d'équivalent nous taisent tout de leur artiste. Au Moyen-Âge, l'artiste reste invisible, faisant corps avec l'Église ou la corporation. Les historiens grecs, romains et chinois furent les seuls dans l'Antiquité à donner quelques détails sur les conditions de vie de certains artistes. Pour ce qui concerne les artistes de l'Égypte ancienne, nous ne possédons que quelques noms et des textes très courts. Les documents des autres civilisations de l'Antiquité, en Amérique, en Afrique ou en Inde, ne nous apprennent rien sur la vie des artistes. Pourtant, les travaux des archéologues nous ont révélé à maintes reprises l'existence de systèmes de production manufacturés, en évolution constante et rapide dans les villes,
et attestent tous la présence de personnes que l'on peut qualifier d'artistes faibleurs. Notre théorie de l'art accorde trop d'importance à la personnalité des artistes pour les laisser dans un tel anonymat. Cependant, même dans les sociétés occidentales, cette singularité de l'artiste n'a pas toujours été reconnue. La définition contestée mais dominante que notre société donne de l'art et de l'artiste est le fruit d'un processus de différenciation des activités humaines dont on pourrait situer l'origine à la Renaissance. C'est d'abord en Italie, à la fin du XVe siècle, que les activités du peintre, du sculpteur et de l'architecte, considérées comme radicalement distinctes des métiers manuels, ont accédé à la dignité d'arts libéraux. L'artiste n'est plus un artisan, mais un créateur, une sorte d'alter deus soustrait aux normes communes. La représentation charismatique de l'artiste se conjugue avec une image aristocratique de l'œuvre d'art, unique et irremplaçable. Nous sommes là au point de départ des idées modernes sur le créateur et l'objet de création. La seconde étape coïncide avec la première révolution industrielle, celle du XVIIIe siècle. À partir de cette révolution, le produit artistique tente à se définir par opposition au produit industriel. À la machine est opposée la main de l'homme, au travail parcellaire et le travail divisé, à la production en série d'objets identiques et la singularité de l'objet unique. Le fait industriel qui se traduit, en termes de morale humaniste, par l'aliénation dans la chaîne de production aboutit dans l'ordre de l'économique à la négation de l'unicité, fondement de la rareté. Opposer la spécificité de leurs produits par rapport aux produits artisanaux, en même temps que par rapport aux produits industriels, les artistes ont cherché à évacuer de leur propre pratique le facteur commun aux deux autres, à savoir le projet utilitariste. La théorie philosophique de l'art, comme finalité sans fin, justifiait leur survie. C'est en s'attribuant le monopole de la production de la sublime gratuité et de la différence essentielle par opposition à la similitude des objets issus des séries industrielles, ou à la petite différence qui permet de distinguer entre eux les objets d'une même série artisanale, que les artistes du XIXe siècle ont sauvegardé la rareté et par elle la possibilité de valorisation sociale et économique des biens symboliques dont ils étaient les producteurs, moulins. La théorie de l'art qui motive la création de réputation n'est donc pas intemporelle. Elle apparaît dans des sociétés où prévalent des doctrines qui valorisent l'individuel au détriment du collectif, et sous certaines conditions sociales seulement. Une fois établie, cette théorie peut être adoptée par des sociétés qui n'avaient pas ce genre de préoccupation auparavant. Le premier postulat de la théorie de la réputation affirme le caractère exceptionnel des dons que possède l'artiste. Cela nous ramène à la définition de l'artiste énoncée par un personnage de Stoppard, que je citais au premier chapitre. Un artiste est quelqu'un d'assez doué pour faire plus ou moins bien ce que d'autres qui ne possèdent pas de tels dons ne pourraient faire que mal ou pas du tout. L'accent est mis sur ce qui distingue les auteurs d'œuvres remarquables. Ces œuvres ne peuvent être réalisées par hasard. Il n'est pas donné à tout le monde de faire de grandes œuvres, même sous le coup d'une inspiration heureuse. Et si certaines œuvres ont de la valeur, c'est bien parce qu'elles sont réalisées par des gens hors du commun, dont le nombre reste très limité. Si ces gens font un travail important, il nous faut savoir qui ils sont pour les aider, pour leur offrir des conditions de travail favorables et ne pas les gêner dans leurs activités. Raymond de Moulin et beaucoup d'autres auteurs estiment que depuis Marcel Duchamp, l'artiste prime de plus en plus sur l'œuvre dans les arts plastiques, dès lors que tout ce que fait un artiste est automatiquement de l'art. Cette assimilation automatique est un principe que récusent la plupart de ceux qui souscrivent à la théorie de la réputation. Ils pensent au contraire que les artistes créent des œuvres, objets ou manifestations particulièrement belles ou profondes, qui se distinguent de la masse des œuvres apparemment similaires. La théorie admet qu'en respectant les règles qui régissent la production artistique, beaucoup de gens peuvent créer des musiques estimables, des romans lisibles et des peintures point dénuées de tout intérêt. On peut toujours écrire une tragédie en s'appuyant sur les principes de la poétique d'Aristote. Le respect des conventions permet aux producteurs de passer pour compétents. Il ne garantit pas l'importance de l'œuvre produite, tant s'en faut. Or, selon la théorie qui nous occupe, les œuvres ne sont pas simplement passables, mais réellement extraordinaires, quand ceux qui utilisent les conventions et qui, au besoin, les modifient ou en inventent d'autres, possèdent des dons particuliers.
Ces œuvres tranchent sur la masse du tout venant, comme les romans de Dickens tranchent sur les milliers d'œuvres plus ou moins comparables produites en Angleterre au XIXe siècle, comme les enregistrements de Louis Armstrong tranchent sur les milliers d'interprétations des premiers trompettistes de jazz. Elles possèdent beaucoup plus de beauté ou de profondeur. Quant à savoir ce qui fait cette beauté ou cette profondeur, c'est un vieux débat qui divise les esthéticiens, le public et les autres participants au monde de l'art. Pour les uns, les œuvres d'art doivent être fidèles à la réalité. Elles doivent, sans la rendre méconnaissable, nous la montrer sous un jour nouveau et nous sensibiliser pleinement à des problèmes philosophiques essentiels tels le sens de l'existence humaine et les idéaux de la vie collective. Le roman et la peinture réaliste, le théâtre et le cinéma qui traitent de problèmes moraux, psychologiques ou sociaux, la photographie documentaire satisfont à cette première exigence. Pour les autres, l'intérêt majeur des œuvres doit tenir à leur structure interne, à leur façon nouvelle, insolite ou stimulante d'aborder des problèmes propres à la tradition de leur discipline. La peinture, qui explore les modes de représentation de la lumière et du volume sur la surface de la toile, la photographie, qui joue sur les paradoxes de la perception visuelle, le roman qui tire parti des constructions formelles, rigoureuses, et plus encore la musique. Nous voyons comment l'application de règles strictes à un ensemble limité de matériaux sonores permet de construire des œuvres d'une logique impeccable, satisfont à cette seconde exigence. Beaucoup d'amateurs d'un art, sinon tous, peuvent trouver ces deux sortes de qualités dans les œuvres qu'ils admirent. Ils apprécient les portraits de la Renaissance pour leur observation pénétrante de type humain, intemporel, comme pour leur recherche sur la lumière et la perspective. Ils admirent Dickens pour son analyse sociale, ses indignations morales et ses personnages inoubliables, mais aussi pour son art de la construction formelle. Certains, plus rigoristes, ne sont attentifs qu'à l'une des deux sortes de qualités. Ce qui fait l'excellence artistique varie de toute évidence, selon les époques et selon les lieux. Mais on pourrait dire de manière générale que nous attendons d'une œuvre exceptionnelle, réalisée par un artiste au talent exceptionnel, qu'elle touche profondément son public et qu'elle le fasse, ce qui est peut-être moins évident en s'appuyant sur des émotions et des valeurs humaines fondamentales et peut-être universelles. Les créations et les créateurs sont liés par des relations réciproques. Qu'est-ce qui nous dit que des artistes possèdent des dons exceptionnels? Leurs œuvres, qui suscitent des émotions rares et révèlent des talents hors du commun de ces créateurs. Mais n'oublions pas l'expérience de Trollope, que j'ai citée dans le premier chapitre. Arrivé au fait de sa carrière, il a entrepris de publier des récits sous un nom d'emprunt et s'aperçut que le nom de Trollope engendrait des qualités littéraires apparemment indiscernables en son absence. Gardons-nous ici de toute ironie facile. Quand nous savons que c'est un créateur au talent éminent qui a réalisé l'œuvre, nous lui accordons plus attention. Et nous discernons alors ce qui aurait échappé au regard plus rapide que nous portons sur une œuvre dont nous n'attendons rien de spécial. Nous aussi, nous connaissons l'ouvrage de l'artisan, dont les talents apportent aux œuvres une caution qu'elles n'auraient pas autrement. Il faudrait certainement nuancer l'importance de certaines œuvres pour ressortir de la comparaison avec les travaux antérieurs de leurs auteurs. Nous apprécions d'autant plus la construction savante des derniers romans de Dickens que ces œuvres précédentes restaient très proches de la tradition picaresque. Pour conclure, au talent d'un artiste, il nous faut partir de l'observation de ses œuvres. Cette déduction à laquelle tout membre d'un monde de l'art doit absolument savoir procéder exige des précautions. Nous devons notamment nous fonder sur des données sûres, ce qui peut conduire à plusieurs types d'investigations. Nous tâchons d'établir l'inventaire complet des œuvres authentiques de l'artiste pour disposer de tous les éléments utiles à une appréciation correcte. Nous essayons de dépister les plagiats pour éviter d'attribuer à un artiste les œuvres d'un autre, ce qui soulève le double problème de l'attribution et de l'authenticité. De leur côté, les artistes, en voyant comment les mondes de l'art prennent en compte leurs œuvres pour déterminer leur réputation, tâchent de faire un tri dans leur production. Ils détruisent les œuvres qu'ils ne veulent pas faire prendre en considération ou ils les disent inachevées. Dans certains pays, en France par exemple, la loi les autorise à recourir à la justice pour interdire la divulgation des œuvres qui ne souhaitent pas se voir attribuées officiellement. Ils distinguent plusieurs catégories dans leurs œuvres. Ainsi, les photographes séparent parfois leur travail commercial à oublier dans l'évaluation de leur art et leur travail personnel à prendre seul en compte, où ils s'investissent davantage. Ils remanient certaines de leurs anciennes œuvres
quand c'est possible, comme le faisaient Igor Stravinsky et Henry James. C'est sur cet ensemble de 5 postulats que les mondes de l'art se fondent invariablement pour faire entretenir et défaire les réputations.